Bonjour à tous. Je m'appelle Abdelkader Bakti, je suis assistant en cardiologie interventionnelle. Alors, moi, je vais vous parler du syndrome coronaire chronique issu des dernières recommandations de l'ESC 2019. Alors, le syndrome coronaire chronique, par définition, c'est toutes les formes non instables, à savoir le syndrome coronaire aigu avec ou sans sus-décalage du segment ST, clinique. Et ça comprend en fait l'ancienne dénomination de l'ex-angor stable et l'ischémie silencieuse. Et puis d'un point de vue physiopathologique, très brièvement, c'est lié à une accumulation d'athérosclérose, obstructive ou non, au niveau des artères épicardiques, et on verra pas que au niveau des artères épicardiques. Alors, pourquoi cette dénomination? On a constaté que lorsque le patient passe en prévention secondaire liée à un accident aigu, un syndrome coronaire aigu ou une angioplastie élective, eh ben, il s'expose à ce qu'on appelle un risque ischémique résiduel qui le poursuivra toute sa vie. Et en fonction de notre attitude thérapeutique et celle du patient et de notre discours, soit le patient respecte aucune règle et aucune prise en charge thérapeutique, et donc de ce fait, il va augmenter son risque ischémique résiduel et ainsi être plus à risque de récidive, aboutissant malheureusement à une augmentation de la mortalité. Et lorsque le patient est compliant, lorsque nous, on est agressif dans notre thérapeutique, ce risque ischémique résiduel diminue, permettant ainsi d'assurer une morbimortalité du patient aussi proche de la population générale. Et au final, le syndrome coronaire chronique regroupe 6 entités. La première, c'est celle que vous connaissez plus particulièrement, à savoir le patient suspect d'une coronaropathie, soit c'est un angor d'effort stable ou une bloc d'effort. Le patient qui a une insuffisance cardiaque secondaire à une cardiopathie ischémique. Le patient a plus de 3 mois et a moins d'un an d'un syndrome coronaire aigu, avec ou sans sus-décalage du segment ST. On verra plus tard dans les thérapeutiques que ça a son importance. Le patient a plus d'un an du syndrome coronaire aigu, l'ANOCA, qui correspond en fait à l'angor secondaire à une anomalie soit de la microcirculation ou du vasospasme. Et puis, la sixième entité, c'est le patient asymptomatique qui vient à notre consultation et pour lequel on dépiste une coronaropathie. Donc, en début de présentation, je vais vous parler de la démarche diagnostique. Ensuite, la probabilité pré-test qui permettra de répondre à la question « Faut-il pousser les investigations? Si oui, comment ?» Et puis, on abordera la prise en charge thérapeutique. Donc, ça, c'est l'algorithme qu'on va suivre au cours de la présentation qui est tiré des recommandations. Et on voit que c'est basé sur 6 étapes. La première, c'est l'évaluation clinique. La deuxième, c'est évaluer le terrain, les examens complémentaires, établir une probabilité pré-test et une probabilité de cardiopathie, de coronaropathie, les examens complémentaires et ensuite aborder la thématique de la prise en charge. Donc, tout le monde est au courant que l'interrogatoire et l'examen clinique ont une place clé dans la prise en charge de patients nous adressant pour un syndrome coronaire chronique. Il est indispensable au cours de cette consultation de bien définir le type de patient qui se trouve en face de nous, avec bien identifier les facteurs de risque cardiovasculaire, l'hérédité, avoir une sémiologie fine de la symptomatologie, notamment la douleur thoracique. Est-ce que c'est des douleurs de repos ou d'effort qui peuvent nous faire basculer vers le syndrome coronaire aigu et le syndrome coronaire chronique? Les symptômes cardiologiques associés, à savoir la palpitation, la dyspnée, bien évidemment rechercher d'autres symptômes pouvant faire gréver un petit peu son pronostic, par exemple une claudication intermittente. Il est impératif de bien définir la symptomatologie de l'angor, parce qu'on verra que cela a un impact dans la probabilité pré-test. Et puis, étant donné que jusqu'à présent, ce sont des patients qui sont globalement en prévention primaire,
il faut stratifier le risque cardiovasculaire avec le site internet de CardioRiscore qui prend 3 minutes lors de la consultation. Là, je vous présente, issu des dernières recommandations de prévention primaire publiées en août 21, où on constate que la stratification du risque cardiovasculaire est basée à partir de cette année sur 2 scores. Le score 2, réservé aux patients âgés de 40 à 69 ans, et puis le score 2 OP pour All Person, pour les patients âgés de 70 à 89 ans. Donc, à l'issue de la consultation, il faut que la stratification du risque cardiovasculaire apparaît dans le compte-rendu, nous permettant ainsi de définir le profil du patient. Une fois l'interrogatoire et l'examen clinique réalisés, on fait un premier bilan non invasif avec tout ce qui est à portée de main, l'électrocardiogramme, cherchant une séquelle d'infarctus, une échocardiographie permettant de voir la FEVG, s'il y a une valvulopathie ou un trouble de la cinétique segmentaire, et puis évaluer les facteurs de risque avec le bilan lipidique, l'HbA1c, l'hémoglobine et la créatinine. Et vous voyez que tous ces examens ont un niveau de preuve relativement élevé et une classe de recommandation de classe 1. Donc, nous avons vu les 3 premières parties de l'algorithme proposé par les recommandations dans l'évaluation de notre patient. Et puis, apparaît une case relativement précoce dans la prise en charge. C'est lorsque l'on estime que le patient ne tirera peu de bénéfices des examens complémentaires pouvant aboutir à la réalisation d'une coronarographie plus ou moins d'une angioplastie, eh ben, on peut s'arrêter et proposer un traitement anti-angineux d'épreuve afin d'évaluer le retentissement. Donc ça, je trouve que c'est intéressant, que ça apparaît relativement tôt dans l'algorithme, et donc il n'est pas aberrant de dire bah, monsieur ou madame, je ne vous propose rien, juste un traitement médical, et puis on vous réévalue. Donc une fois que nous avons interrogé notre patient, évalué son risque cardiovasculaire, et bon, on définit une probabilité pré-test. Et l'interrogatoire est primordial parce que le tableau est basé sur 3 éléments: la symptomatologie typique, atypique ou non angineuse, l'âge du patient et puis le sexe. Et on constate que la bloc-nez d'effort apparaît dans ces nouvelles recommandations. À l'issue de ça, on définit une probabilité. Lorsque la probabilité est inférieure à 5%, eh ben, on peut arrêter les investigations et juste avoir une étude de réassurance vis-à-vis du patient ou de la patiente. Lorsque la probabilité est à plus de 15%, eh ben, là, on propose un test non invasif, et entre 5 et 15%, on peut soit en fonction d'autres éléments que je vais vous présenter, avoir une probabilité intermédiaire basse ou intermédiaire haute, nous permettant de nous orienter vers telle ou telle hypothèse diagnostique. Bien évidemment, ce sont des chiffres stricto sensu, et le sens clinique reste primordial. Juste à titre comparatif, en haut, vous avez le tableau des probabilités pré-test des recommandations 2019, et en bas, le tableau des recommandations de 2013. Et on constate qu'il y a vraiment un écrémage de la probabilité. Lorsqu'on prend par exemple un patient qui a un angor typique de plus de 70 ans, il a une probabilité de 52%, et donc il doit avoir un test d'ischémie non invasif, alors qu'en 2013, ce même patient avait une probabilité de 89% et il fallait aller d'emblée à la coronarographie. Donc là, on constate qu'il y a une évolution dans la pratique avec de plus en plus l'utilisation des tests d'ischémie non invasifs. Lorsque on est chez un patient avec une probabilité intermédiaire, il y a des éléments qui peuvent nous aider, nous permettant ainsi de restratifier un peu plus son risque cardiovasculaire. Ils sont basés par les facteurs de risque cardiovasculaire, une anomalie de l'électrocardiogramme, une échographie cardiaque et score calcique coronaire.
lorsqu'on a un de ces éléments en faveur ou en défaveur, ça permet de restratifier le patient et donc de dire soit il a une probabilité intermédiaire haute et donc on va vers des examens complémentaires ou intermédiaire basse et auquel cas on peut ne pas proposer d'examen complémentaire. Avant d'aborder les examens, il est important de détecter l'ischémie myocardique. Ça, c'est un très vieux papier, mais c'est souvent dans les vieilles études que se trouve la vérité. C'est une étude scintigraphique parue dans Circulation en 2003. C'était 10 000 patients, 9 000, quasiment 10 000 étaient randomisés en traitement médical et 670 en revascularisation. Pour l'époque, c'est déjà un beau papier avec un suivi relativement faible. Et on constate que que lorsque l'ischémie est supérieure à 10%, la revascularisation fait mieux que le traitement médical et que lorsque le patient a une ischémie de moins de 10%, il vaut mieux privilégier un traitement médical. Là, sur les courbes de Surby, on voit que les courbes s'inversent à partir de 10% d'ischémie. Donc, il est important de bien détecter l'ischémie myocardique chez les patients qui nous sont adressés en consultation. Étude un peu plus récente, mais aussi très ancienne, 2008, c'est une sous-étude de l'étude Courage, peu de patients, 314 patients, randomisés angioplastie plus traitement médical versus traitement médical, et en fait, on réalisait une scintigraphie myocardique après, à 6 et 18 mois, et on constate que les patients qui ont une ischémie myocardique persistante après le traitement médical ou l'angioplastie et le traitement médical de plus de 10%, il y a une baisse de la survie. Donc, une fois que on a bien compris l'intérêt de dépister l'ischémie myocardique, par quel examen on peut être amené à réaliser ce dépistage, nous avons plusieurs outils à notre portée. Il y a l'imagerie fonctionnelle, dominée par l'échographie de stress, l'IRM de stress, la scintigraphie myocardique et puis les examens morphologiques, notamment avec le coroscanner. Ces 4 examens sont en première intention dans la démarche de dépistage de la maladie coronaire chez le patient symptomatique. Et ces examens, on le verra plus tard, permettent de stratifier le patient en haut risque ou en faible risque, permettant de conduire à la réalisation d'une coronarographie. Et puis, dans ces nouvelles recommandations, on constate que le coroscanner est au même niveau que tous les autres tests diagnostiques. Et donc, il n'y a pas de honte à proposer un coroscanner. Les seules choses qui peuvent freiner, c'est le délai d'obtention. Souvent, sur le bassin annécien, c'est à peu près 2-3 mois. Et la scintigraphie myocardique, lorsqu'on pousse un peu plus, on peut l'avoir assez rapidement. Et puis, bien évidemment, ça, c'est lié à l'expertise locale. Donc, un petit mot concernant la place du test d'effort. On peut très bien se dire, le patient il vient à notre consultation, on le fait passer dans la salle à côté, on le fait pédaler. Sauf qu'à l'heure actuelle, le test d'effort classique régresse dans les recommandations. Il sert en première intention à évaluer les symptômes et la tolérance des médicaments, mais il ne doit pas servir à lui seul au dépistage du syndrome coronaire chronique. Il est bien notifié dans les recommandations que lui seul ne peut pas aboutir, s'il est positif par exemple, à la réalisation d'une angiographie coronaire. Il doit toujours être interprété avec un autre examen complémentaire beaucoup plus sensible et beaucoup plus spécifique. Mais il peut, par exemple, chez un patient à probabilité intermédiaire basse, une probabilité intermédiaire, on peut faire pédaler. S'il est négatif, le patient est en probabilité intermédiaire basse et donc par conséquent, on peut s'arrêter à ce niveau-là. Il y a un examen qui prend de plus en plus de place dans l'arsenal thérapeutique du cardiologue, à savoir le coroscanner. On s'en sert quotidiennement pour l'évaluation du TAVI et puis pour la stratification du risque avec le score calcique coronaire qui, à l'heure actuelle, écrase tous les autres facteurs de risque cardiovasculaire et permet un meilleur classement du patient à risque. Là, je vous présente une étude parue dans le New England en 2018, c'est l'étude Scott Hart. C'était 4000 patients, 2000 étaient randomisés en prise en charge standard et 2000 en prise en charge standard plus réalisation d'un coroscanner chez des patients qui
été pris en charge aux urgences pour un syndrome douloureux thoracique compatible avec une coronaropathie, et on constate que sur un suivi de 5 ans, il y a une réduction significative du taux de mortalité cardiovasculaire et d'infarctus non mortel à 5 ans. Donc, il ne faut pas avoir de crainte à l'utiliser dans la pratique courante. Et puis, pour vous dire que l'imagerie multimodalité va prendre une place de plus en plus importante et qu'on est un véritable tournant qu'il faudra suivre, notamment pour les plus jeunes, et le coroscanner, les ingénieurs développent la FFR au coroscanner, permettant d'associer un examen d'évaluation morphologique et un examen d'évaluation hémodynamique. Et puis, très récemment, une équipe japonaise a mis au point un algorithme permettant de calculer le score de syntaxe et nous permettant ainsi d'avoir un seul et unique examen, aboutissant à directement une discussion adaptée. Quoi qu'il en soit, dans les recommandations, on a la porte ouverte à utiliser tel ou tel examen en fonction de l'expertise locale ou du délai d'obtention. On utilisera préférentiellement le coroscanner chez les patients à faible probabilité clinique, chez les patients dont on sait que l'examen sera bien réalisé, maintien d'une apnée, bradycarde, et pas de crainte d'être enfermé un petit peu dans le scanner. Et puis, chez les patients chez qui on estime que la probabilité est relativement faible. On utilisera préférentiellement les tests d'ischémie, l'IRM, l'écho ou la scintigraphie, l'un ou l'autre en fonction de l'échogénicité, par exemple, et en fonction de l'expertise locale. Il reste malgré tout une place à l'angiographie coronaire en première intention. C'est chez les patients qui ont une dysfonction VG suspect d'une cardiopathie ischémique, chez les patients qui sont réfractaires au traitement médical bien conduit, et les patients qui ont un angor d'effort important, très invalidant pour un faible niveau d'exercice, classiquement un CCS classe 3-4 pour ce type de patient. Une fois qu'on a réalisé ces examens complémentaires, il faut savoir les interpréter. C'est pas on a une scintigraphie ou une écho, on se dit le patient il a une ischémie de 8% ou de 15%, c'est la même chose. On a vu que le pronostic était chez les patients qui avaient une ischémie de plus de 10%, et ça permet d'identifier les patients à haut risque qui doivent bénéficier d'une angiographie coronaire. Et en fonction des examens utilisés, on définit le patient à haut risque chez les patients qui ont une scintigraphie myocardique avec une ischémie de plus de 10%, ceux qui ont une échographie de stress avec une anomalie de la cinétique segmentaire avec au moins 3 segments atteints, l'IRM de stress 2 à 3 segments en fonction de soit c'est le stress ou à l'adobutamine. Et puis, lorsqu'on utilise le coroscanner, c'est les patients qui ont une atteinte tritronculaire proximale, une atteinte de l'IVA antérieure ou une atteinte du tronc commun. Et puis, lorsque on est amené à voir les patients directement en salle de coronarographie et qu'on a un doute sur le retentissement de cette lésion, on fait de la FFR. Et lorsque la FFR est inférieure à 0,8, c'est qu'il y a un retentissement hémodynamique de cette sténose et donc qui doit conduire à une angioplastie. Là, c'est juste pour vous montrer en parallèle, vous avez à gauche l'évaluation du risque cardiovasculaire du patient asymptomatique à 10 ans, et à droite, le patient à qui on a découvert, établi le diagnostic de syndrome coronaire chronique, et on constate que lorsque l'ischémie est à plus de 10%, il a un risque de mortalité de 3% annuel. Et lorsque l'ischémie est globalement à moins de 10%, il y a un risque de mortalité de moins de 3% annuel. Et lorsqu'on fait le parallèle entre les deux, on constate que la mortalité est importante chez des patients qui ont une stratification de leur risque cardiovasculaire asymptomatique à 30 sur 10 ans. Donc, après avoir abordé toutes ces généralités sur le dépistage et les examens complémentaires, on va parler un peu plus longuement des traitements. Donc, le but de la prise en charge, il est double. C'est dans un premier temps, c'est améliorer la quantité de vie
à savoir prévenir le risque d'infarctus chez un patient qui a un syndrome coronaire chronique et la mortalité, et puis améliorer la qualité de vie avec les traitements médicamenteux, plus ou moins la revascularisation, pour lui diminuer ses risques, ses symptômes. Donc, il y a les règles hygiéno-diététiques qui doivent être indissociables du reste des traitements. Ça fait aussi bien que les statines, voire mieux que le stent. Et donc, il est impératif que le patient doit prendre conscience de ces facteurs de risque cardiovasculaire et donc, par conséquent, d'arrêter notamment le tabac, favoriser l'activité physique et sportive avec, dans les recommandations, on dit à peu près 150 minutes d'activité d'intensité modérée par semaine ou 75 intense, réduction pondérale avec un objectif d'IMC inférieur à 25, adopter un régime méditerranéen avec plus de fruits et légumes, moins d'acides gras saturés. On constate que les patients chez qui on pose le diagnostic de syndrome coronaire chronique, eh ben, c'est un peu comme une fatalité. Et même si ce n'est pas un vrai facteur de risque authentifié, la dépression ou même l'aspect négatif de cette maladie grève le pronostic de ces patients. Et il faut avoir un discours rassurant, notamment lorsque le patient est relativement peu gêné et une ischémie modérée. On peut lui dire qu'il a un risque de mortalité faible et qu'il peut avoir une activité en somme toute normale. Et ce qui est indissociable de notre pratique, c'est favoriser l'éducation, l'observance thérapeutique avec les traitements qu'on verra par la suite. Donc, un petit mot sur l'activité sportive. Ça, c'est issu des dernières recommandations du sport parues en 2020, si je ne dis pas de bêtises, où lorsque le patient, on induit une ischémie, malheureusement, dans le papier, ce n'est pas marqué noir sur blanc le cut-off de l'ischémie myocardique, mais par extension, je dirais que c'est 10% du fait du pronostic de revascularisation ou pas. C'est une interprétation personnelle et puis on pourra toujours en discuter. Lorsque l'ischémie est inférieure à moins de 10%, chez le patient est bien contrôlé sous traitement médical avec une FEVG et préservé et pas d'arythmie à l'effort, c'est un patient à faible risque d'accident coronaire et donc il peut avoir une activité physique comme il l'entend, bien sûr en émettant certaines réserves si le patient c'est un ultra-trailer, notamment très fréquent dans sa région. Et lorsque le patient a une ischémie inductible, on pousse à la coronarographie et en fonction des résultats de la coronarographie, cela aboutit soit à des lésions à faible risque, de l'athérosclérose distale, ou des lésions un peu plus importantes. Et en fonction, soit on recadre le patient en faible risque, ou soit on le revascularise. Et une fois que le patient est revascularisé, eh ben, il rentre dans le circuit du patient en prévention secondaire, revascularisé avec réévaluation à distance. Quelque chose qui est assez fréquent en consultation, c'est la question de l'activité sexuelle et les patients le rapportent volontiers. Bien sûr, il faut penser à poser la question parce que, comme vu précédemment, l'impact psychologique peut avoir un effet délétère sur la mortalité. C'est très bien décrit dans les papiers. Et puis, le patient a peur, lui ou sa partenaire, du fait d'un potentiel risque d'accident, de mort subite ou d'infarctus pendant l'acte sexuel. C'est une problématique récurrente parce que ça touche à la fois le patient, le ou la partenaire, il y a l'effet iatrogène des médicaments et donc il faut favoriser le patient à avoir une activité intime avec son ou sa partenaire parce que c'est une activité à faible risque. Je vous invite à lire d'ailleurs ce papier très intéressant sur l'activité sexuelle. On apprend beaucoup de choses et puis toutes les maladies coronaires valvulaires sont répertoriées. Et puis en fait, c'est une activité à faible intensité et ça correspond finalement à faire le ménage ou à monter 2 étages. Et donc en soi, il faut dédramatiser le patient et l'inciter à continuer à avoir une activité sexuelle. Après avoir abordé les sujets un peu plus généraux, on va rentrer dans le vif du sujet avec les traitements médicamenteux. Donc,
vous avez la place des dérivés nitrés. Lorsque le patient il a un syndrome coronaire chronique, il a une symptomatologie, et le traitement de première intention qu'il doit toujours avoir dans sa poche, ce sont les dérivés nitrés avec l'éducation que cela comporte. Et puis, les statines, avec un objectif de LDL cholestérol permettant d'éviter la progression d'athérosclérose. L'objectif, c'est 0,55. Ça peut être, on peut en discuter parce que c'est des patients qui ne sont pas vraiment en prévention secondaire, pas vraiment en prévention primaire, ils sont à cheval. Donc, le fait de mettre sur l'ordonnance, par exemple, un LDL inférieur à 0,55, ça permet de pousser le patient à faire attention et s'en rapprocher sans pour autant atteindre cet objectif. Le traitement anti-angineux de première intention, c'est les bêta-bloquants et un peu à moindre échelle, les inhibiteurs calciques qui sont utilisés en cas d'intolérance. Et en fait, les bêta-bloquants, ils ont une action sur les récepteurs bêta 1, 2 et 3 et qui ont une action inotrope et chronotrope négative. Ça va diminuer la fréquence cardiaque, la contraction et donc augmenter durant la diastole la perfusion myocardique et les résistances vasculaires dans les zones non ischémiques. Ce sont des vieux médicaments prescrits depuis les années 70 dans le cadre de l'infarctus du myocarde, bien avant l'ère de la reperfusion myocardique. Et par extension, les cliniciens ont utilisé les bêta-bloquants du post-syndrome coronaire chronique chez les patients coronariens stables. Sauf qu'on constate qu'actuellement, il y a beaucoup de papiers, à savoir dans le syndrome coronaire chronique, mais aussi dans l'infarctus du myocarde, de la place des bêta-bloquants dans cette indication. À gauche, vous avez l'essai REACH, un peu plus ancien, en 2012. C'était 21 000 patients randomisés en trois groupes. C'est les patients qui ont un antécédent d'infarctus qui sont symptomatiques, les patients chez qui on a authentifié une maladie coronarienne sans infarctus et les patients chez qui on suppose une maladie coronarienne chronique sans infarctus. Et on constate qu'il n'y a aucune différence significative sur le critère de jugement principal, qui était globalement dur, c'était les décès cardiovasculaires, l'infarctus non fatal et l'AVC non fatal. Et qu'il n'y a aucun bénéfice à prescrire des bêta-bloquants chez les patients qui sont atteints d'une coronaropathie stable. Et puis, lorsque on regarde un peu plus en détail le forest plot, on voit que chez les patients qui ont une maladie coronarienne avérée, sans infarctus du myocarde, il y a un sur-risque d'hospitalisation en la défaveur des bêta-bloquants, permettant ainsi déjà de repositionner la place des bêta-bloquants chez ces patients. Plus récemment, en 2019, ça c'est une sous-étude de Clarify, c'était 22 000 patients. Là aussi, trois cohortes. C'était les patients ayant présenté un infarctus du myocarde il y a moins d'1 an et à plus de 3 mois de la revascularisation, les patients à plus d'1 an et à moins de 3 ans, et les patients à plus de 3 ans. Et en fait, on constate que l'apport des bêta-bloquants est bénéfique sur la mortalité dans l'année suivant la revascularisation. Donc, c'est des papiers intéressants et de nombreux papiers sont en cours permettant de réévaluer les bêta-bloquants dans cette indication. Et puis, comme je le disais, dans le cadre du syndrome coronaire chronique, il va y avoir une étude ABIS pilotée par le groupe Action à la Pitié-Salpêtrière et une étude suédoise qui va elle aussi, mais dans ce cas-là, reclasser la place des bêta-bloquants dans le post-infarctus à bon VG. Quoi qu'il en soit, malgré toutes ces études fort intéressantes, les bêta-bloquants restent le traitement de première intention dans l'arsenal thérapeutique du traitement anti-angineux. Donc, un patient qui vient à la consultation avec un syndrome coronaire chronique, il doit ressortir avec des bêta-bloquants et une statine, plus l'éducation au natispré.
La place de l'antiagrégant plaquettaire, souvent, on est tendance à se dire, le monsieur ou la patiente, on lui met du cardégique en prévention primo-secondaire et on va le protéger des risques de complications. Et là, vous avez les deux papiers publiés simultanément à l'ESC de 2018. À gauche, c'est l'étude Arrive, publiée dans le Lancet en 2018. C'était 13 000 patients avec un risque cardiovasculaire de plus de 17%, donc ces patients à risque cardiovasculaire modéré, voire élevé, suivis à 5 ans. Et on constate qu'il y a randomisé en deux groupes, placebo versus aspirine, et on voit qu'il n'y a aucune différence significative en prévention primaire, je l'entends, chez les patients à risque cardiovasculaire élevé. Dans l'analyse en pair protocole, il y a une diminution du risque d'infarctus de 47% chez les patients traités par aspirine, mais malheureusement, cela est contrebalancé par un surrisque hémorragique de plus de 111%, et donc ne permettant pas de retenir l'indication de l'aspirine en prévention primaire. Et puis à droite, c'est l'étude Ascent, c'est 15 000 patients, tous diabétiques, suivis là aussi 5 ans. On voit que sur les événements vasculaires graves, il y a une diminution de 12% des accidents vasculaires graves. Malheureusement, là aussi, le bénéfice est trop faible, avec un risque de plus 29% de saignements graves, notamment digestifs, ne permettant pas de retenir l'indication du cardégique, enfin de l'aspirine, en prévention primaire. Donc, ce sont les deux papiers qui ont fait basculer la place du cardégique en prévention primaire chez des patients à haut risque cardiovasculaire. Que disent les recommandations? Les recommandations disent que l'aspirine, chez les patients sans revascularisation élective ou un infarctus, peuvent être sous aspirine avec un niveau de preuve relativement faible. Je ne sais pas s'ils ont pris en considération les deux études, mais une classe de recommandation 2B. Là, je vais vous parler de la revascularisation, qui est à mon sens la partie la plus intéressante du topo. Lorsqu'on regarde l'algorithme des recommandations, il faut dissocier la revascularisation selon le pronostic ou selon les symptômes. Et lorsqu'on regarde plus précisément, selon le pronostic, c'est lorsqu'on a une ischémie de plus de 10%, d'où l'intérêt de bien dépister ces patients, ou lorsqu'on a une sténose de plus de 50% du tronc commun ou de l'IVA proximal, avec le petit c qui correspond finalement à une évaluation hémodynamique du patient. Et puis, on propose la revascularisation chez les patients qui ont un angor d'effort réfractaire au traitement médical. Mais avant de parler directement de l'acoro et du stent, je vous ai dit en préambule que la vérité se trouve dans les vieilles études. Et puis là, vous avez l'étude Courage, qui publié en 2007, qui a fait un vrai bruit dans la communauté cardiologique. C'était 2300 patients présentant un angor stable avec une sténose d'au moins 70%, randomisés en traitement médical versus traitement médical plus angioplastie, avec un critère de jugement principal dur, à savoir l'EDC et l'infarctus du myocarde. Et on constate qu'il y a à 7 ans aucune différence significative, quel que soit le critère de jugement, lorsqu'il est composite ou non composite, entre les deux stratégies thérapeutiques. Lorsqu'on regarde les données un peu plus tardives, en 2008, ils se sont intéressés au statut fonctionnel à gauche des patients pris en charge dans cette étude, et on voit qu'à partir de 36 mois, on perd tous les bénéfices d'un point de vue fonctionnel de la revascularisation. Sur 1 an et demi, les patients revascularisés ont une diminution de leur angor, mais à 36 mois, il y a les courbes qui se rejoignent avec vraisemblablement une absence de bénéfice sur le plan fonctionnel de la revascularisation. Et puis, paru en 2015 dans le New England, c'est l'étude Courage évaluée à 12 ans. Il faut l'interpréter avec beaucoup de parcimonie parce que plus de 50% des patients inclus initialement étaient décédés, et donc l'analyse a été faite sur les 1000 patients restants, et on constate qu'à 12 ans,
quelle que soit la prise en charge, traitement médical seul ou l'angioplastie, il n'y a aucune différence significative chez les groupes. Autre étude intéressante qui s'est cette fois-ci intéressée aux patients diabétiques, c'est l'étude Barry-2D. C'était 2300 patients inclus, tous diabétiques avec une maladie coronaire stable. C'est un design d'étude assez particulier parce qu'il y a une double randomisation. C'était patients à qui on fait la choro, chez qui on choisit soit un pontage, soit une revascularisation. Et puis la seconde randomisation, c'était angioplastie, traitement invasif, revascularisation immédiat versus traitement médical intensif, notamment diabétique, et revascularisation en cas de nécessité clinique. Et en fait, on constate qu'à 5 ans, quel que soit le mode de revascularisation, par pontage ou par angioplastie élective, versus le traitement médical, il n'y a aucune différence en termes de survie et en termes de MACE. Troisième étude intéressante, c'est l'étude FAME. Elle, la seule différence, c'est qu'elle a voulu étudier la revascularisation basée sur la FFR. Et on constate que sur le critère de jugement principal, qui était un critère dur, comme toutes ces études, il y a une différence significative en faveur de l'angioplastie guidée par la FFR. Et lorsqu'on regarde plus précisément les éléments composites du critère de jugement principal, sur les décès toutes causes, aucune différence entre l'angioplastie versus le traitement médical. Lorsque l'on regarde l'infarctus du myocarde, il n'y a pas de différence significative parce que ça inclut 1, mais si on pousse l'étude à 6 ans, il y aura une différence significative en faveur de l'angioplastie guidée par la FFR. Et puis, le dernier élément, c'est sur les revascularisations urgentes. Et voilà, il y a un net bénéfice à proposer une angioplastie, encore une fois, guidée par la FFR. Tout ça pour vous parler de l'étude qui a bouleversé le paysage de la cardiologie interventionnelle. C'est l'étude d'Ischemia qui, elle, s'est intéressée à est-ce qu'il faut faire une coronarographie chez les patients qui présentent un angor, un syndrome coronaire chronique. Alors que toutes les autres études, c'était une fois qu'on a fait la coronarographie, on randomise les patients. Là, c'est en amont. Là, je vous rappelle brièvement juste le design de l'étude. C'était des patients coronariens stables. Ils avaient tous un test d'ischémie modéré, avec une ischémie induite modérée à sévère, un coroscanner. Le coroscanner excluait tous les patients qui avaient une sténose sévère du tronc commun et toutes les autres atteintes coronaires étaient inclus dans l'étude, puis randomisés. Ils étaient randomisés en 2 groupes, traitement médical plus revascularisation et traitement médical seul. Et puis, à 5 ans, sur le critère de jugement principal, qui est les décès cardiovasculaires, l'infarctus, l'hospitalisation pour revascularisation urgente, arrêt cardiaque ou insuffisance cardiaque, le traitement conservateur fait aussi bien que le traitement invasif. Et lorsque on regarde les critères de jugement secondaires, l'infarctus et les décès cardiovasculaires, là aussi, il n'y a aucun bénéfice à proposer une revascularisation chez ces patients. Et lorsque on prend isolément l'infarctus du myocarde et les décès cardiovasculaires, vous voyez que les courbes sont superposables à 5 ans. Lorsqu'on regarde plus en détail avec le forest plot, on constate que chez les patients qui ont une atteinte tritronculaire, pas de différence significative entre le traitement médical et la revascularisation. Chez les patients qui ont une atteinte de l'IVA proximale de plus de 50%, pas de différence significative. Et là aussi, véritable étonnement chez les patients qui représentent quand même 55%, une ischémie sévère, c'est-à-dire à plus de 10%, il n'y a pas de différence significative à 5 ans de proposer une angioplastie coronaire. Là, c'est juste une sous-étude d'ischémia où les groupes de patients pouvant tirer bénéfice de la revascularisation, c'est les patients qui ont un antécédent d'infarctus ou une dysfonction ventriculaire gauche sur le critère de jugement principal ou le critère secondaire. Et là, on voit parfaitement bien la courbe lorsque le patient qui a un traitement conservateur avec un antécédent d'insuffisance cardiaque ou dysfonction VG,
il a un pronostic qui est plus défavorable. Donc, au final, j'aurais pu m'arrêter là et vous dire, chez les patients coronariens stables, il faut mettre en place un traitement médical béton avec les bêta-bloquants, la statine et adapter des règles hygiéno-diététiques parce que dans toutes ces études, on voit que le coronarien stable sous traitement, il a un risque de 4% d'événements, que la revascularisation, je vais peut-être me faire tirer les oreilles par certains de mes collègues, n'apporte pas de bénéfices sur toutes les études concernant le décès ou l'infarctus du myocarde. La seule étude qui a montré un bénéfice, c'est l'étude FAME, mais ça, c'était sur une angioplastie guidée par la FFR. Et puis, les patients pouvant tirer un bénéfice de la revascularisation, c'est les patients avec une dysfonction ventriculaire gauche ou une insuffisance cardiaque, ou traitement réfractaire, ou les patients avec un traitement réfractaire, les patients avec un angor réfractaire au traitement médical. Et puis, lorsque les gens ne sont pas forcément contents, j'ai bientôt fini, des résultats d'une étude multicentrique, ils poolent toutes les données des études de syndrome coronaire chronique et ils sortent une méta-analyse. Et puis, vous voyez que globalement, dans cette étude, il y a Courage, Barry 2D, Orbita, dont je ne vous ai pas parlé, FAME2, Ischemia. Et lorsqu'on pool toutes ces données, il y a un bénéfice à proposer la revascularisation chez les patients qui ont un syndrome coronaire chronique. Et lorsqu'on enlève toutes les études de pontage, de CTO, vous avez vu, il y avait Decision CTO, et là aussi, sur les décès cardiovasculaires et les infarctus spontanés, il y a un bénéfice à proposer une revascularisation chez ces patients. Un petit mot sur le sujet asymptomatique. Souvent, la consultation, patient de 70 ans qui vient pour dépistage parce qu'il a un peu de cholestérol, un peu d'hypertension. Comme tout le monde fait, on lui propose un test d'ischémie ou un coroscanner. Il est anormal. On lui propose la coronarographie. On voit des lésions et cela aboutit à un stent. Le patient, il est content parce qu'il se dit « Ah, ouf, on m'a sauvé d'un potentiel risque d'infarctus. » Et nous, praticiens, on se dit « Bon, on lui a mis un stent. » Sauf que je vous ai montré qu'il n'y a aucun bénéfice à traiter des patients symptomatiques sur le plan de critères durs. Il y a juste un bénéfice sur le plan fonctionnel. Donc, alors, chez les patients asymptomatiques, c'est un peu là où la barrière est un peu délicate. C'est les faire passer d'une prévention primaire chez un patient qui ne demande rien à une prévention secondaire avec des traitements et tout ce que cela peut induire. Et puis, lorsqu'on regarde les recommandations définissent très bien que les patients asymptomatiques à très haut risque peuvent bénéficier d'une évaluation morphologique ou fonctionnelle, bien évidemment avec un niveau de preuve relativement faible et une classe de recommandation 2B. Mais ça reste bien sûr à la discrétion du praticien et bien évidemment au sens clinique. En conclusion, il est important de dépister les symptômes et leur impact fonctionnel parce que, je ne vous en ai pas parlé, mais dans l'étude d'ischémia, c'est les patients les plus symptomatiques qui tirent le plus de bénéfices de la revascularisation. Et les patients paucisymptomatiques, le traitement médical fait aussi bien. Donc, la place importante de l'interrogatoire. Le dépistage de ces patients avec les examens morphologiques ou fonctionnels avec le cutoff de 10% d'ischémie myocardique qui définissent des patients à haut risque et donc aboutissant à une angioplastie coronaire. Il ne faut pas avoir peur de se dire je mets des bêta-bloquants parce que le patient est paucisymptomatique, je traite sa statine, je le revois dans 2 à 3 mois, 2 à 4 semaines, et puis je réévalue le patient parce que toutes ces études montrent qu'il y a un bon pronostic chez les patients traités médicalement. Et puis, la question de la revascularisation, est-ce que je ne veux pas dire que c'est la mort de la coronarographie, mais chez le patient coronarien stable, il faut peut-être prendre plus de recul, laisser la chance aux médicaments et en fonction, réévaluer les patients et les adresser en coronarographie si jamais le patient nous échappe d'un point de vue thérapeutique. Merci pour votre attention.